Et si je vous disais que l'orthorexie n'était pas une maladie, que ça n'était pas une forme atypique de trouble obsessionnel comme on peut le lire sur Wikipédia, mais plutôt une approche totalement justifiée, logique et saine à une époque où l'alimentation est directement responsable de 2 morts sur 3 en France, sachant qu'avant d'en crever, vous allez passer par les cases fatigue chronique, saute d'humeur, dépression, surpoids, obésité, problèmes cardiovasculaires, Alzheimer et j'en passe. Est-ce que ce ne serait pas plutôt ceux qui ne font pas attention à ce qu'ils mangent, qui seraient complètement fous finalement? C'est des malades! C'est des malades! C'est des malades! Aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel resto, je vous le dis tout de suite, il y a en général qu'un plat sur 10 qui se rapproche plus ou moins d'un repas sain. Donc quand on veut être en bonne santé, forcément que c'est contraignant et impactant de vivre dans un monde où le niveau est tellement tiré vers le bas et où la malbouffe et la maladie sont devenues la règle. Le vrai problème, c'est pas de faire une fixette sur le contenu de notre assiette, mais au contraire de ne pas faire assez d'attention. C'est ça la vraie maladie de notre époque. Et bizarrement, on a inventé un terme pour décrire un état soi-disant pathologique de recherche de la nourriture saine, ce qui me paraît quand même normal, mais encore plus bizarre, il n'y a pas de terme pour décrire le fait d'en avoir rien à foutre de mal se nourrir. Un terme qui désignerait une indifférence pathologique à la qualité de son alimentation, ce qui me semble bien plus anormal, bien plus grave et même plus impactant. Alors je suis allé voir la définition du mot orthorexie sur Wikipédia. Attention, on marche sur la tête. C'est défini comme un trouble alimentaire caractérisé par une volonté obsessionnelle d'ingérer une nourriture saine et le rejet systématique des aliments perçus comme malsains. En fait, un peu comme tous les animaux font dans la nature pour survivre, non? Alors je continue un peu ma lecture, attention, ça c'est banger. Une alimentation saine se caractériserait par la consommation de produits frais, naturels, et le refus d'aliments raffinés, industriels ou transformés. Mais comment ça se caractériserait? Ce serait juste une rumeur que les aliments industriels soient moins bons que les produits frais naturels. Donc en gros, le discours de ces gens, c'est « si vous refusez de bouffer de la merde, il faut vraiment vous faire soigner ». Ça n'a aucun sens. Ou en fait si, ça fait du sens si le but c'est justement de vous vendre de la malbouffe ou de vous vendre des médicaments. Vous commencez à comprendre? Et c'est pas fini, vous allez voir. On va s'enfoncer dans un niveau de conneries olympique. Plus bas, sur la page Wikipédia, on trouve un test pour savoir si on est orthorexique. Le test de Bratman. Alors, je vous donne un exemple de question qui indiquerait qu'on est un malade mental de l'alimentation. Avez-vous renoncé à des aliments que vous aimiez au profit d'aliments sains? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on change notre petit déjeuner constitué d'un bol de céréales raffinées comme des Frosties, qui ne sont ni plus ni moins que du sucre enrobé de sucre pour passer à une omelette, c'est qu'on est devenu un malade mental? Analyse bien tout ce que tu manges. Il y a un autre truc qui m'a fait marrer aussi, c'est qu'on classe l'aspect rituel lié à la préparation des repas dans les problématiques obsessionnelles. Alors je vous raconte pas, les Japonais, à combien ils sont sur l'échelle de Bratman quand ils préparent leur thé. Mais bizarrement, ils sont plutôt en bonne santé. Et on peut continuer comme ça longtemps sur cet article, avec par exemple une citation d'un gastro-entérologue qui dit « Certaines personnes finissent par adopter des régimes très restrictifs, attention, sans gluten, puis sans lait, etc., qui peuvent se révéler dangereux. » Mais en quoi de refuser des aliments qui n'existent pas dans la nature et qui sont devenus de plus en plus toxiques au fil du temps, parce que le blé et le lait qu'on mange aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec les produits de l'époque. Donc en quoi ce serait une maladie mentale? Il n'est pas au courant, ce monsieur, qu'il y a une augmentation spectaculaire des intolérances au gluten, qui coïncide avec les hybridations du blé, qui ont quand même fait passer le blé ancestral de 11 chromosomes à 42 chromosomes pour le blé qu'on mange aujourd'hui? Parce qu'il n'en parle pas de ça. Et à titre de comparaison, si votre génome était différent de 1%, vous seriez un chimpanzé. Donc il faudrait être complètement inconscient pour ne pas avoir au moins de sérieux doutes sur la nocivité de ces produits. Mais là, ce spécialiste du trou de balle va jusqu'à dire que ce serait carrément dangereux d'arrêter le gluten ou le lait. Peut-être pas abusé. Alors si on continue de se balader sur la page, parce que c'est pas fini, on tombe sur une info hallucinante. Je cite. En 2010, Camille Machin-Truc réalise un mémoire de Master 2 qui aborde l'orthorexie et qui sera repris notamment par Danone. Et juste après, on apprend que sa thèse est primée par la Fondation Nestlé France dans le cadre d'une campagne appelée « Comprendre ». Alors généralement, la seule chose que veulent nous faire comprendre des sociétés comme celle-ci, c'est de consommer leurs produits, pas de dire qu'ils sont potentiellement dangereux. Mais vous savez le plus drôle? Médicalement parlant, l'orthorexie n'est même pas officiellement considérée comme un trouble des conduites alimentaires, ni comme une pathologie. Oh, oui, c'est très drôle ça, mon garçon. Donc tout ça, c'est du bidon. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
C'est juste pour faire culpabiliser et douter. Pour en revenir à la sémantique du terme orthorexie, c'est comme si l'industrie du tabac avait inventé la pneumophobie. Alors, pneumophobie, trouble caractérisé par un refus pathologique de fumer à cause d'une peur obsessionnelle du cancer de poumon. Et voilà, c'est ce qu'on appelle un oxymore médical. En l'occurrence, on pathologise le comportement sain et on normalise le comportement malsain. C'est de la pure rhétorique. Et vous savez quoi? J'ai un autre exemple de manipulation sémantique qui concerne, je vous le donne en mille, le lait, avec le terme hypolactasie, qui suppose a priori une intolérance au lactose qui est due à une baisse de l'activité de l'enzyme qui permet de digérer le lait, ça s'appelle la lactase. Sauf qu'en réalité, cette enzyme digestive, elle est génétiquement programmée pour s'éteindre au moment du sevrage, vers l'âge de 3 ans pour l'homme, âge où l'activité de cette enzyme chute de 90%. Et c'est le cas pour tous les mammifères sans exception. C'est la norme biologique. Donc si on l'a hérité de nos ancêtres depuis des centaines de milliers d'années, c'est pas pour rien. C'est pour nous protéger contre un aliment qui ne convient plus du tout quand on grandit. Surtout que là, on parle même pas de continuer à boire du lait humain qui est fait pour notre espèce. Parce que là déjà, ce serait un peu bizarre qu'un adulte se dise « Tiens, je boirais bien du lait de maman 3 fois par jour ». Enfin, mais là, en l'occurrence, on parle quand même de boire le lait d'animaux qui font presque 10 fois notre poids. Donc, pas besoin d'avoir fait 10 ans d'études pour se douter que ça peut quand même causer quelques petits problèmes de santé. Alors, c'est bien dégueulasse toute cette bouffe-là, hein? Ce terme d'hypolactasie a eu une influence considérable sur la perception du lait par les médecins et les journalistes, puisque ce terme, s'il décrit une anomalie, de la même manière que l'hyponatrémie, par exemple, décrit une carence grave en sodium, c'est bien qu'il doit être naturel de boire du lait toute sa vie. Si vous allez sur le site de Candia, par exemple, vous verrez qu'ils écrivent que 70% de la population mondiale serait concernée. Mais si vous remarquez bien, à aucun moment ils n'utilisent les termes pathologie, maladie ou anormal. C'est très malin de leur part, parce que c'est totalement inattaquable. Et la suggestion, elle a beau être implicite, elle est très puissante. Alors, juste une petite parenthèse pour ceux qui se disent « Ah bah ouais, mais pourquoi il y a des gens qui digèrent très bien le lait alors ?» Alors, il faut juste savoir qu'il y a même des populations entières, les populations nordiques notamment, qui à force de se gaver de lait ont effectivement fini par adopter leur génome pour continuer à sécréter la fameuse enzyme toute leur vie. Donc super, ils sont capables de digérer le lait, sauf que maintenant ils ont de graves problèmes de santé, notamment des cancers et un tas d'anomalies hormonales, à tel point que les scientifiques pensent qu'ils ne seront bientôt plus en mesure de se reproduire. Et ça, c'est pas en 2200, c'est 2050, 2060. Donc c'est vraiment demain, quoi. C'est les jeunes d'aujourd'hui. Mais forcément, puisque c'est bourré d'estrogène. Oui, on prononce estrogène, pas œstrogène, attention. Mais laissons les vaches de côté et revenons à nos moutons. Alors moi, ce que je vous propose aujourd'hui pour remettre un petit peu les pendules à l'heure, c'est tout simplement d'inventer ce terme qui n'existe pas aujourd'hui, qui désignerait une indifférence pathologique à la qualité de son alimentation. On pourrait appeler ça la dysorthorexie, par exemple, pourquoi pas, qui serait proposée comme un trouble alimentaire caractérisé par un manque de volonté d'ingérer une nourriture saine. Il serait synonyme de négligence nutritionnelle ou d'insouciance alimentaire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un article sur Wikipédia, comme ça on va peut-être pouvoir élever le niveau du débat, mais bon, j'imagine qu'il sera bien vite supprimé. Donc, rassurez-vous, si vous êtes ici, c'est parce que vous vous souciez de votre santé, c'est parce que votre instinct de survie fonctionne encore normalement. Et maintenant, je vais vous donner la solution pour transformer votre quête de la nourriture saine en un véritable avantage. Cette solution que je vous propose est très simple, c'est de tout comprendre sur l'alimentation et ses liens avec la santé. C'est ça la clé finalement, parce qu'avec une connaissance complète, la quasi-totalité des problèmes disparaissent. Premièrement, vous saurez non seulement ce qu'il faut manger ou éviter, mais vous saurez surtout pourquoi. Parce que ce qui est horrible, c'est le doute. C'est d'entendre un coup une chose, un coup son contraire. Comment voulez-vous, sans les connaissances suffisantes, ne pas être anxieux de ce que vous mangez? C'est complètement normal. Deuxièmement, vous saurez pourquoi vous pouvez vous permettre certains écarts et dans quelle mesure. C'est bien plus facile de se faire plaisir quand on sait que notre alimentation est saine à 90%, parce que c'est ça aussi le but un petit peu de la vie, c'est pas forcément d'être parfait, c'est aussi de se faire plaisir et de profiter peut-être d'un fruit un petit peu qui est bien sucré une fois de temps en temps, de bouffer quelques Doritos, c'est quand même sympa, même si c'est toxique. Et troisièmement, plutôt que de passer pour le rabat-joie donneur de leçons, vous pourrez expliquer vraiment avec des arguments imparables aux gens autour de vous le pourquoi du comment et commencer à sensibiliser les gens autour de vous.
Donc la vraie guérison, entre guillemets, de cette fausse maladie qu'est l'orthorexie, c'est pas de porter moins d'attention à l'alimentation, comme on peut le dire, mais au contraire, de se mettre à fond dedans et d'acquérir un maximum de connaissances. Et c'est justement dans ce but que j'ai créé Guru Keto. Et vous verrez que je n'aborde l'alimentation qu'après quelques chapitres sur l'histoire de l'alimentation, pour vraiment bien comprendre ce qui s'est passé, comprendre l'influence et les techniques des lobbies, comme on l'a vu avec l'hypolactasie, etc., etc. Et une fois que vous aurez acquis toutes ces connaissances, vous verrez que c'est en fait très facile de bien manger. Alors je vous donne rendez-vous sur guruketo.fr et j'espère que ça pourra vraiment vous aider.